Aïchek. Alors tout d'abord, merci pour avoir été parmi nous dans la deuxième édition du Symposium et de la science et de la conscience. Donc je précise que Saraswati Devi est mon prof de yoga et je pourrais même dire que vraiment dès la première séance de yoga, je me suis dit il faut absolument l'avoir avec nous au niveau de la deuxième édition du Symposium. Et justement, donc elle a été avec nous avec une conférence sur le yoga et la gestion du stress. Et puis, on a eu avec elle aussi un atelier sur la danse de mantra. Donc, c'est une danse indienne classique, ASP thérapeutique. Et puis, on a eu avec vous aussi une séance de yoga intégrale. D'accord ? Donc, vous allez commencer par nous parler un petit peu comment vous avez vécu ce symposium-là. Comment vous avez trouvé son énergie? D'accord. Alors, merci de m'avoir invité déjà à ce symposium. J'ai été sous le charme tout le long des 3 jours par rapport à l'énergie qui régnait, par rapport à l'organisation et aussi par rapport à cette très très belle brochette d'intervenants que nous étions tous avec Philippe Bobola, Franck Nabet, Malika Rice et le public surtout qui était très attentif. J'étais très très étonnée de voir un public tunisien, à grande partie tunisoise, intéressé à ce point. Je m'y attendais pas du tout. Et je les remercie à nouveau pour leur attention et pour leur intérêt. C'est toujours avec ce genre de manifestation, c'est vraiment la surprise. Voilà. Et ça nous assure toujours que si ce genre de manifestation est mise en place, c'est que la demande, elle est là déjà. Ouais. Alors, ouais, justement. Alors, si vous nous parlez, Sarah, en alimentation ayurvédique et aussi consultante et conseillère en Feng Shui. Voilà. Alors c'est un grand parcours. J'ai eu la chance d'être élevée par une grand-mère anthroposophe qui était directrice d'école et qui à l'époque a innové en utilisant des principes de la pédagogie de Montessori avec ses élèves, avec ses institutrices et les instituteurs qu'elle dirigeait donc dans l'école primaire où elle travaillait. Et cette grand-mère qui était musicienne, qui était violoniste. J'ai eu la grande chance d'avoir été élevée par cette grand-mère et son mari, donc mon grand-père paternel, entre l'âge de 6 mois et de 6 ans. Donc elle m'a inculqué toutes ces valeurs à consonance et à connotation spirituelle, mais pas seulement spirituelle, on pourrait dire aussi chamanique, c'est-à-dire être en relation permanente avec l'âme de tout ce qui nous entoure, de la nature, des gens, des animaux, de la faune, de la flore, etc. La musique, le son. J'ai eu ma première séance de yoga à l'âge de 5 ans, le jour de mes 5 ans, avec cette grand-mère paternelle qui est ce qu'on appelle dans le yoga la ma, c'est-à-dire la mère, l'essence maternelle qui nous apporte tout ce dont on a besoin dès le plus jeune âge, dès la petite enfance. Ensuite, j'ai pratiqué plus ou moins en touriste, comme souvent quand on rentre dans l'adolescence, on s'intéresse à plusieurs choses, on essaye de voir jusqu'où vont les frontières, de connaître nos limites. Donc j'ai pratiqué plus ou moins en touriste avec des phases plus ou moins profondes en ce qui concerne le yoga, mais j'ai toujours senti que quelque chose qui m'avait quitté après cette première séance. Alors bien sûr, je me rappelle de la séance à l'âge de 5 ans, mais je me souviens que ça m'avait fait un bien fou et que j'avais l'impression d'avoir été reconnectée à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Par la suite, ma vie a été très difficile sous certains aspects. Je suis retournée chez mes parents qui n'ont pas réagi à cette énergie d'être parents. Ils n'ont pas réalisé au moment voulu ce que ça voulait dire de prendre cette responsabilité. Donc j'ai dû prendre moi-même la responsabilité de moi-même très très tôt et j'ai eu des phases assez difficiles jusqu'au moment où il m'est arrivé quelque chose de tragique à l'âge de 35 ans. J'étais à 4 semaines de me marier, j'étais fiancée avec un Allemand,
une personne au grand cœur. Et nous avons eu un très très grave accident de voiture où j'ai failli perdre mes jambes et mon bras, où mon futur mari est mort sur le coup, à 4 semaines donc de notre mariage. Des pertes immenses, d'autres pertes dont je ne veux pas parler parce que c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Et à partir de ce moment-là, à l'hôpital, j'ai subi une opération et j'ai pris vraiment conscience qu'il fallait que je change la direction de ma vie. Il fallait que je change mon Tao, le Tao que j'avais commencé n'était pas exactement celui qui correspondait à mon moi personnel. Et à ce moment-là, j'ai vraiment approfondi toutes ces sciences et j'ai fait ensuite la formation de conseillère en Feng Shui, qui est en fait l'acupuncture de l'habitat. C'est un petit peu le yoga de la maison. J'ai continué sur la voie du Reiki. J'avais déjà passé mon premier degré, ce qu'on appelle le premier Dan. J'ai passé le deuxième et le troisième, donc la maîtrise, et je me suis mise vraiment à fond dans le yoga et la danse indienne. Donc j'ai repris contact avec des maîtres, j'ai repris contact avec ce qu'on appelle des gourous, c'est-à-dire quelqu'un qui nous fait passer de l'ombre à la lumière, c'est très significatif, et j'ai pris la décision de le pratiquer et de l'enseigner dans toute son essence, dans toute sa profondeur, ce qu'on appelle Sahara, c'est-à-dire l'essence du yoga. Voilà pour résumer, parce que c'est une longue histoire, on pourrait parler des heures et des heures de ce sujet. Et mes thérapeutes, en effet, m'ont dit, écoute, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites pour guérir aussi vite, pour être rétablie aussi rapidement, car effectivement, au bout de 6 mois, j'étais rétablie, j'avais laissé le fauteuil roulant de côté, j'utilisais plus mes béquilles, je reprenais vraiment une joie de vivre, même plus profonde que celle que je connaissais avant. Et tout le monde m'a dit, vous êtes vraiment un cas pour la science, qu'est-ce que vous faites? Et je leur ai dit, voilà, je pratique le Reiki et je pratique le yoga. Donc, justement, tradition de yoga. Et puis, des 6 voies qui constituent chaque tradition. D'accord? Voilà. Volontiers. On parle dans cette grande science qui est le yoga, une grande philosophie, une grande Weltanschauung millénaire qui date de 6000 même, on parle même de 8000 à 9000 ans, une science qui a été dévoilée par les rishis, donc les maîtres himalayens qui ont eu des révélations et qui ont dévoilé donc 6 voies magistrales du yoga, le Hatha Yoga, qui est le yoga du physique, de la respiration, la pranayama, l'alimentation saine, une façon saine de penser, le Raja Yoga, qui est la voie la plus difficile à mon avis, mais pas seulement au mien, qui est la voie du contrôle de l'esprit, qui correspond à tout ce qui correspond à la méditation, donc savoir contrôler son esprit, le maîtriser, la discipline de l'esprit. Le Jnana Yoga, qui est le yoga de l'étude des textes. Alors ça peut s'élargir à des textes qui n'ont pas directement une source hindoue ou une source indienne. Ça peut être l'étude aussi de textes soufis, par exemple, comme Rumi, ou de textes de l'islam, comme Ibn Arabi, par exemple aussi. Le Bhakti Yoga, qui est le yoga du don, le yoga du travail du cœur, c'est-à-dire le chant des mantras, par exemple, ou la danse sacrée de l'Inde du Sud, ou décorer une petite place avec la photo du maître. Le Karma Yoga, qui est le yoga du travail désintéressé, c'est-à-dire donner de son temps, de son énergie, pour résumer, sans rien attendre en retour, aider une petite grand-mère à traverser la rue, ou s'engager pour des orphelins, s'engager pour une cause particulière, et le Kundalini Yoga, qui est le yoga de l'énergie, donc par rapport à la relaxation, et à des pratiques d'éveil de Kundalini qui, je le précise, ne doit pas être enseigné par n'importe qui. Il faut vraiment être initié parce que ça peut être même dangereux d'intensifier un éveil de Kundalini si la personne n'est pas prête. Et surtout, il faut qu'elle soit très très bien suivie. Et sinon, si on est en compagnie d'un maître, quelles sont justement les vertus de cette ascension d'énergie au niveau du canal central? Parce que pour moi, par exemple, Kundalini Yoga, c'est vraiment la voie qui m'appelle le plus. Je la sens très, très intense. Ouais. Oui, alors je pense qu'au début, quand on est au début sur la voie, il faut pas trop différencier puisque tout est un. La traduction du mot yoga signifie unité, harmonie et reconnexion. Donc c'est d'abord une reconnexion avec soi-même et en étant vraiment reconnecté avec soi-même, automatiquement, on sera reconnecté avec tout ce qui nous entoure, que ce soit la faune, la flore, le cosmos, ce qu'on appelle la chronique Akasha. Et bon, ça fait partie de la physique quantique, comme l'expliquait Philippe lors du symposium. Ensuite, on va trouver, plus on pratiquera le yoga, plus on sera sur cette voie, plus on s'ouvrira à cette voie,
on aura une prise de conscience de ce qui est vraiment, ce qui est fait pour nous. Moi, par exemple, je suis très karma yogi, bhakta yoga. Donc, je suis ce qu'on appelle un bhakta, quelqu'un qui est vraiment dans l'inconditionnel et le chant, la danse, la manifestation de l'esthétique par rapport à cette pratique-là. Mais chacun trouvera ensuite une voie qui lui qui le satisfera ou la satisfera davantage. C'est comme, moi, je compare toujours le yoga finalement à un repas. On mange de l'entrée jusqu'au dessert et puis quelqu'un dira, mais moi finalement, dans un repas complet, ce qui m'intéresse le plus, ça sera la salade ou ça sera le dessert. Donc après, on va fixer l'attention sur quelque chose de bien précis. Il faut être dans les 6 voies et puis on pourrait être appelé par une voie plus qu'une autre. Ça dépend de là où on est, quoi. Oui, moi je pense que oui, d'un côté, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment dissociable non plus, puisque le Kundalini Yoga, sans des exercices de respiration intense, de pranayama, sans certaines postures, on ne pourra pas avancer vraiment complètement. Donc tout est lié. Je pense qu'il n'est pas nécessaire on peut pas même les dissocier les unes des autres. On aura ensuite un point fort. Ça sera comme rouler sur la voie de gauche ou la voie du milieu ou sur la voie de droite, ou prendre tel ou tel véhicule pour atteindre la réalisation personnelle, pour atteindre l'énergie suprême, la lumière. Tout est lié finalement. Donc on peut pas faire juste le Hatha Yoga par exemple. Ça dépend comme il est enseigné. Ouais. Un enseignement de qualité regroupera toutes les voies du yoga. Et c'est un peu ça, l'intégral, c'est une yoga qui intègre toutes les voies, c'est un peu ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, à mesures différentes, bien sûr. Je commence, par exemple, je pratique le yoga intégral de la tradition de Swami Shivananda Sarasvati. Entre autres, j'ai 3 traditions que je représente, que j'ai la chance de pouvoir représenter. On m'a désigné pour ça, et en particulier ici en Tunisie, à Djerba. Donc, on commencera, par exemple, par une petite syntaxe, une maxime qui fera peut-être naître une étincelle initiale chez l'aspirant ou chez l'élève. Donc ça fera partie du Jnana Yoga, le yoga du savoir, avec les exercices de pranayama qui sont indispensables dans toutes les traditions du yoga. L'éveil sera peut-être un petit peu plus mis sur le focus de la respiration, de l'énergie, de la dilatation de l'énergie, du tantra, donc un petit peu plus sur le kundalini. Mais le yoga intégral comprend les 6 voies à mesure plus ou moins puissantes selon l'énergie du moment, selon ce que demandera le groupe, selon le ressenti de l'enseignant et selon aussi l'énergie actuelle de la société, de l'entourage. Puisqu'il est important dans l'enseignement du yoga de ne pas séparer l'univers et puis la personne, puisqu'on est toujours dans ce système de microcosmos et macrocosmos. On est là pour être en symbiose en permanence entre les deux. Et si on l'est, tout se passe bien. Et c'est le yoga intégral. Et donc, pour vous, quand vous faites une séance de yoga, vous ne la préparez pas à l'avance. Ça se fait selon l'énergie du groupe qui se présente, c'est un peu ça ? Alors, en général, oui. Bien sûr, quand j'ai commencé à enseigner, il y a 26 ans, quand j'étais débutante, j'avais très peur d'enseigner. Donc, je préparais mes séances d'une façon absolument minutieuse. Et à chaque fois, je m'apercevais que finalement, ce que j'avais préparé, c'est pas du tout ce que j'enseignais. Puisque quand on enseigne, on est vraiment connecté. On ressent tellement l'énergie du groupe, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où on enseigne avec le cœur, ça, c'est très important. Et pas avec l'intellect. Avec le cœur, avec le cerveau droit, avec l'intuition, avec tout ce qui est contemplatif aussi. On se met un petit peu dans cette énergie de contemplation du groupe. Je m'apercevais que finalement, j'enseignais pas ce que j'avais préparé. Ce qui m'a permis de prendre conscience du fait qu'il faut se détacher de ce contrôle permanent qu'on a, nous les Occidentaux. Vous les Orientaux, vous êtes beaucoup plus dans le ressenti. Mais nous les Occidentaux, on a cet effet permanent de vouloir toujours tout contrôler. Et c'est une erreur. Et là, les maîtres, je crois que leur énergie est pas loin. Ils nous jouent des tours justement pour nous apprendre vraiment ce que c'est que le yoga. Allez, détache-toi, lâche prise et confiance en toi.
sois connecté et confiance en ton guide, en ton étoile, peu importe comment on l'appelle, et tu verras, ça se passera bien. Donc après, j'ai tout laissé de côté, et finalement, maintenant, c'est vrai que je prépare jamais ma séance de yoga. Je ressens, je fais une méditation, bien sûr, pour moi, je me connecte avec l'énergie de mes maîtres, et ensuite, tout est vraiment dans un flow. Et même parfois, après une séance de yoga, je me dis, ah, c'est toi qui as parlé comme ça, c'est sorti de toi. La preuve qu'on est vraiment un instrument en permanence. Alors, si vous nous parlez des différentes formations que vous proposez, que ce soit au niveau du Reiki, ou bien du yoga, ou bien du Feng Shui. Oui, alors je propose donc dans mon centre en Allemagne la Yoga Flow Academy, et ici aussi sur Djerba, les choses se mettent vraiment en place d'une façon inhabituelle et inattendue. Donc je propose des formations d'instructeurs de yoga à 200 heures qui sont le yoga intégral, une tradition que j'ai mis moi-même en place qui s'appelle Samara Yoga, le yoga de la tolérance active, c'est-à-dire la tolérance avec soi-même, pour une ouverture beaucoup plus large sur d'autres cultures. C'est un système aussi qui relie les cultures du monde entier. Je m'en suis fait un devoir de montrer aux hommes que nous sommes tous liés. Il n'y a pas de frontières, surtout pas dans le yoga. Il n'y a pas de dogme non plus. C'est une erreur que de le croire. Donc le Samara Yoga, d'après la tradition de Swami Shivananda Sarasvati, de Babagar Khan, qui est un maître yogi du Sénégal, qui enseigne le yoga égyptien, le yoga africain, puisque les Africains aussi, il y a des milliers et des milliers d'années, ont pratiqué le yoga. Il suffit de voir les hiéroglyphes pour reconnaître des postures que les hindous n'ont jamais inventées, n'ont jamais retrouvées, mais tout existait déjà avant. Et le yoga aussi avec des consonances berbères, peut-être avec des consonances de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, et des traditions qui se relient plus ou moins entre elles. Donc j'essaie de réunifier tout ça en mettant toujours un point fort sur les instructions de Rumi, ce grand maître soufi perse qui était un yogi par excellence, qui parlait aussi beaucoup de Kabir, ce maître yogi qui était de tradition musulmane et hindoue, qui regroupe finalement deux grandes voies magistrales aussi de la philosophie et de l'unité entre tous les peuples. Donc mes formations sont basées sur cette grande ouverture qui relie en fait tous les peuples et toutes les façons de penser dans leur état positif. Attention, on reste toujours sur la voie de la paix, de la non-violence et de la communication aussi, dans la gratitude et dans le remerciement. Dans l'amour inconditionnel, qui est la base de tout finalement. Et on n'a pas besoin même de parler de yoga. Tout devrait être basé sur ce principe-là. Donc voilà, mes formations sont basées sur cette forme que j'ai développée grâce aussi à ma vie ici en Afrique du Nord. J'ai appris énormément ici en Afrique du Nord avec le contact avec la population et en prenant connaissance du fonctionnement de ce qui m'entourait, des personnes qui m'entouraient et donc par extension de moi-même, puisque le yoga, c'est vraiment se connaître soi-même. Et en se connaissant soi-même, automatiquement, on sera en paix et en harmonie. Voilà, et on sera en harmonie et en paix avec tout ce qui nous entoure. Donc 200 heures, les formations sont accréditées par la Yoga Alliance Internationale, la première alliance yogique des Indes fondée par Swami Vidyanand. Ensuite, des formations de Reiki, donc premier Dan, deuxième Dan, troisième Dan, qui correspond à la maîtrise. Le Reiki qui est une forme de thérapie holistique, on peut dire aussi de thérapie alternative, même s'il faut très faire attention en utilisant ce mot. C'est une forme de thérapie qu'on peut qualifier aussi de thérapie spirituelle, de guérison intérieure sur la chronique Akasha, sur notre aura, sur nos chakras, et des formations, des introductions, disons, à une formation de Feng Shui qui est en fait la médecine de l'habitat. On pourrait le qualifier aussi du yoga de l'habitat. Et en Ayurveda, je ne suis pas désignée et je ne suis pas formée pour moi proposer moi-même des formations, mais je donne des consultations en alimentation ayurvédique et j'intègre aussi cette science dans mes séances de yoga ou dans des conseils à mes élèves après la séance s'il y a des questions. Alors, Sarasvati, pour ces éclaircissements très enrichissants. Et voilà, et votre mot de conclusion, qu'est-ce que vous dites à nos chers auditeurs ?
Alors, mon mot de conclusion, ça serait de tout faire pour être dans la paix avec soi-même et automatiquement dans la paix avec les autres. Essayer de travailler en permanence sur soi, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais c'est le mot magistral, c'est le mot d'excellence qui doit prendre une plus grande puissance actuellement dans le monde. Et donc je vous conseille, pour le pratiquer, pour faire connaissance de cette paix intérieure, qui se reflètera sur l'entourage, sur l'extérieur, vraiment la pratique du yoga dans tous ses aspects. C'est ce que je souhaite à tout le monde, cette ouverture qui est extraordinaire, qui changera la vie d'un individu et la vie du monde entier, j'en suis sûre, j'en suis persuadée. Et merci à tous. Merci à vous, Sarasvati, à une autre fois certainement. Merci. D'accord.